Alexienne, tu voulais nous parler plutôt autour de comment prendre en compte aussi la pluralité des vécus et des parcours dans l'accompagnement du côté des professionnels. Oui, du coup, moi c'est toujours Alexielle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mon pronom c'est Yel. Et du coup, j'accueille des personnes trans et ou racisées en situation d'exil ou pas, ou des personnes neurodivergentes, et je fais moi-même partie de certaines des populations. Et du coup, ce soir, je voulais évoquer à la fois la pluralité des vécus et des cultures parmi les personnes trans exilées, puisque c'est le thème de ce soir. En quoi ça me semblait être des notions centrales à garder en tête pour les accompagnements de tout type. Il y a ici des personnes professionnelles de santé, des personnes des services sociaux, des juristes et autres. En quoi c'est important de parler de ça, de parler des vécus pluriels et des cultures plurielles lors des relations interpersonnelles en contexte d'accompagnement. En fait, je voudrais vraiment parler du fait que les personnes trans exilées peuvent être diverses, elles n'ont pas toutes les mêmes vécus, ni les mêmes objectifs en quittant leur pays. Il y a des personnes qui vont vouloir quitter leur pays pour transitionner en France, il y a des personnes qui ont déjà transitionné dans leur pays, mais qui vont quitter leur pays pour d'autres raisons liées au contexte politique ou autre. Quand elles arrivent en France, il peut y avoir plus ou moins un choc culturel qui se fait, ou des chocs culturels, parce que, évidemment, on en revient à la question des normes. Voilà, c'est différent. Et ça a des impacts négatifs, que ce soit aigus ou chroniques, sur la santé des personnes exilées. Je voudrais aussi revenir sur le fait qu'il faut faire attention par rapport à aux personnes qui accompagnent, sur tout ce qui est ethnocentrisme, c'est-à-dire la tendance à privilégier les normes et les valeurs de la propre société, donc la société de la France, pour analyser les normes des autres sociétés et les comportements des personnes. Ça peut se retrouver par exemple dans les exemples quand les gens cherchent à prendre des rendez-vous, peut-être qu'elles le font différemment de ce à quoi on a l'habitude en France, et ça peut avoir des impacts sur la santé des personnes de différentes manières, hein. Ça peut avoir des impacts d'éloignement, voilà, des impacts divers. Il y a aussi le problème des stigmatisations, catégorisations des personnes qui sont d'une culture différente, et aussi le problème de l'assimilationnisme qui a déjà été un petit peu évoqué. C'est-à-dire l'assimilationnisme, c'est les idées qui ont pour objectif de faire disparaître toute singularité culturelle et d'imposer l'assimilation culturelle aux minorités dans un pays. La personne étrangère, elle doit abandonner tout élément de sa culture originelle et elle doit se fondre dans la communauté d'adoption. Et ça a des réels impacts aussi. C'est pas pour rien, par exemple, il y a la psychologie interculturelle qui existe, entre autres. Et ces problèmes-là, ça se retrouve dans les différents accompagnements. Et il y a aussi les problèmes de biais cognitifs dans les accompagnants, quand il y a des problématiques d'ethnocentrisme, voilà, des choses que j'ai déjà citées. Du coup, les accompagnements sont de moins bonne qualité. Je voulais aussi dire qu'il y avait une réelle nécessité de ne pas comparer deux personnes issues de la même culture et de garder en tête que les vécus, comme les identités trans, peuvent être différentes, même pour les personnes trans issues d'un même pays. Que ne pas penser à tout ça, ça amène des possibles éloignements aux soins et accueils divers. Et voilà, qu'il fallait plutôt favoriser l'accompagnement adapté, centré sur la personne, en prenant en compte de ses vécus et de ses cultures, puisque au sein d'un même pays, une personne trans ne va pas avoir la même culture qu'une personne cis. Voilà. Et j'aimerais aussi revenir sur le fait que tout à l'heure, il a été évoqué qu'il ne fallait pas parler de transsexualité, mais il y a des pays où la culture, c'est de parler de transsexualité. Et du coup, à moi, en tout cas, il me paraît important de reprendre les mots employés par la personne que vous accueillez. Voilà, dans un objectif de co-construction en fait, avec elle, et de vraiment garder en tête que chaque personne est différente et que voilà, il va falloir personnaliser l'accueil. Merci Alexielle. Je vais pas durer très longtemps. Je vais passer la parole à Claudia pour aussi que tu témoignes sur les difficultés rencontrées sur un accompagnement en libéral d'une personne qui est demandeuse d'asile et précaire.
Merci. Je vais essayer de ne pas faire long. Ça part de mon expérience de médecin généraliste installé depuis 3 ans environ. Quand je me suis installée en 2021, on n'avait pas encore accès à de l'interprétariat, en tout cas financé. On pourrait s'organiser pour ponctuellement financer de l'interprétariat, mais en libéral c'est très compliqué à organiser, et grâce au réseau ICARE et au réseau Remède, depuis 2022, on peut faire des consultations avec interprétariat présentiel ou téléphonique dans nos consultations. Et donc l'absence de cet interprétariat, c'est ce qui m'a amené en 2021 à ne pas pouvoir commencer le suivi d'une personne qui n'avait pas de langue intermédiaire. Donc moi je parle anglais, je comprends l'espagnol, il est possible de s'arranger pour commencer un suivi avec ces langues-là, mais cette personne n'avait pas de langue intermédiaire avec moi et ne savait pas lire sa langue d'origine. Donc j'étais dans l'incapacité de l'accueillir dans des bonnes conditions. L'autre chose, c'est que il faut du temps, et quand on est en libéral, le temps est compté différemment que quand on travaille en milieu salarié. Et il faut du réseau. Et faire du réseau, ça demande du temps. Et quand on s'installe, on ne connaît pas encore tout le monde. Et à 3 ans après, je suis encore en train de constituer mon réseau. Même si j'ai eu la chance d'être accompagnée par des soignantes qui étaient déjà installées et qui m'ont transmis pas mal de choses. L'autre chose, c'est que la question de la précarité est une chose importante en matière de frein pour avoir accès à un parcours de transition libéral. Si la personne a des droits ouverts, parce que c'est ça aussi, il faut que les droits soient ouverts. Si les droits de santé sont ouverts et qu'il y a une C2S et ou une ALD, l'accès à des soignants-soignantes en dehors de la médecine générale va être limité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix déjà pour les personnes qui ne sont pas des personnes trans exilées. Et si la précarité se rajoute, eh ben on cherche des soignants en secteur 1. Les soignants en secteur 2 ne devraient pas faire des dépassements d'honoraires, mais ce n'est pas respecté. Et donc on se retrouve à orienter vers le CHU, mais la filière d'accompagnement des personnes trans au CHU a existé, a un peu périclité, se remet en place un peu, mais sans vraiment proposer d'alternatives à ce qui était fait jusqu'à présent. Et il n'est pas possible d'organiser l'interprétariat dans les consultations de spécialistes si les spécialistes ne font pas partie des réseaux. Donc voilà, le réseau, l'interprétariat, c'est des choses super importantes. Et la question de la précarité, rien que pour l'accès aux hormones, c'est un enjeu. Là, aujourd'hui, ma collègue avec qui je travaille au cabinet m'a signalé qu'une pharmacie devait payer une amende à la CPAM parce qu'elle délivre des hormones hors AMM. Et donc normalement, quand on délivre des hormones hors AMM, les personnes devraient payer. Mais en France, il y a plein de pharmacies qui les délivrent sans faire payer les personnes. Et là, cette pharmacie a refusé de délivrer. Donc il y a des personnes qui peuvent se permettre de payer 10 €, 20 €, 30 € la boîte, voire plus. Et d'autres pour qui c'est pas le cas. Donc là aussi, il y a un frein sur la question financière. Merci Claudia. Je vais passer rapidement la parole à Jade parce qu'on a aussi beaucoup évoqué ensemble sur la préparation, l'idéal de la santé communautaire en lien avec l'hôpital. Sauf que tout ça, ça demande entre autres des moyens. Ça a déjà été souligné aussi de la part du public, mais tout ce travail gratuit, notamment celui qui a été fait pour organiser cette soirée par les participants et participantes. Alors oui, on m'a dit qu'il y aurait beaucoup d'étudiants et étudiantes dans la salle, donc j'ai préparé un petit blind test. Donc, levez la main dès que vous savez la réponse. Je veux la date, l'année, le nom du groupe et également le nom du texte. Donc, je vais vous lire un extrait d'un texte. Vous pouvez m'interrompre quand vous avez la réponse. La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de planification en vue d'atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce processus,
Il y a... Mais où sont les étudiants? Il y a la dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de prendre en main leur destinée et d'assumer la responsabilité de leurs actions. Cela exige, je saute un peu, cela exige un accès total et permanent à l'information et, très important, aux possibilités d'acquisition de connaissances concernant la santé ainsi qu'une aide financière. Non, pas de proposition. Une idée sur l'année peut-être, au moins, de quand ça date cet idéal. Ça décrit un peu l'idéal de ce qu'on appelle la santé communautaire. Ouais. Alors, ce texte date de 1986. C'est un extrait de la charte d'Ottawa de 1986 qui a été rédigé dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que presque 40 ans après, on en est toujours très loin, mais peut-être que ça prend 40 ans, donc j'espère que dans 2 ans, tout ça sera en place, je compte sur vous. Et donc imaginez ce système de santé où tous les usagers et usagères participent aux décisions qui les concernent, où chaque acte médical est précédé d'une information complète et d'un consentement éclairé, et où chacun peut disposer de son corps en toute autodétermination et chacune. Malheureusement, on en est un peu loin, ce serait peut-être temps de commencer à l'appliquer. Voilà, donc nous, à Clarté, on essaye de faire un peu ça, mais on a, comme vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup de moyens, donc voilà. Avec voilà, plein de partenaires et tout. Moi, je m'appelle Jade, je suis une personne transféminine, j'ai bientôt 40 ans. J'ai pas eu de parcours de migration, je suis née en France et j'ai juste décidé de rejoindre Clarté suite aux violences que j'ai constatées en fait autour de moi et dans ma vie, pour monter des projets d'entraide. Et aujourd'hui, en fait, on a cette prétention effectivement d'avoir une expertise dans le système de santé. Et on demanderait à ce que ce soit reconnu, mais pour ça, on a aussi besoin de moyens et de financement. Et voilà, on pense que la place des associations communautaires, en fait, elle n'est pas que dans une question de médiation, mais elle doit être partout, de la prévention à la médecine de ville, à l'hôpital et aussi à la recherche. Ça fait à chaque conférence, je demande, donc je vais le refaire, est-ce qu'on pourrait avoir un poste de médiation scientifique financé par le CHU pour que quelqu'un nous retraduise tous les articles, voilà, et bien sûr qu'il soit fait par une personne concernée. Et d'ailleurs, je me dis qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui vont faire des mémoires ou qui en encadrent dans la salle. Si c'est possible de contacter les assos en amont pour prévoir votre projet ensemble, et pas parce qu'on reçoit en fait un mail par semaine de personnes qui sont à 1 semaine de la fin de leur étude et qui ont trouvé personne pour répondre. Et on est super désolé, mais en fait, on ne peut pas faire ce travail gratuitement d'évaluer les choses et dans l'urgence et tout, quoi. Donc ça, c'est un peu important aussi. Voilà ce que je voulais dire. Du coup, je propose à Lou Paul quand même de présenter le travail que vous avez fait en collaboration avec Accept ST sur la santé sexuelle et reproductive des personnes trans et non binaires. Et à la fois, si tu peux aussi éventuellement parler des enjeux à la fois d'une formation spécifique et à la fois de la formation, puisque tu participes aussi à la formation générale. Voilà. Du coup, ça va rebondir sur ce que disait Jade, c'est-à-dire qu'il y a un cadre légal qui existe et je crois que ce qui est important de se rappeler aujourd'hui, c'est qu'en santé sexuelle, c'est pas une question il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour accompagner les personnes trans, c'est pas une question de sensibilité personnelle, en fait, c'est que c'est le droit. Refuser de soigner des personnes trans, d'accueillir des personnes trans en santé sexuelle, c'est une forme de discrimination. Mal soigner des personnes par manque de compétences professionnelles, du fait de l'identité de genre d'une personne, c'est une forme de discrimination et ça c'est interdit par le code pénal. Donc je crois qu'on est à l'époque où c'est important de ne plus considérer ça comme accessoire.
La norme en santé sexuelle nous a été apprise depuis longtemps en France comme un socle homogène entre l'identité de genre, l'anatomie, les pratiques sexuelles et l'orientation sexuelle. Dans ce bloc homogène, beaucoup de personnes ne peuvent pas rentrer, mais ce qui est sûr, c'est que les personnes trans en sont profondément exclues. Et du coup, il est le moment de décloisonner ce bloc pour que nos consultes de base soient updatées à un niveau en fait, qui accueille tout le monde. Donc l'objectif de la formation qu'on a construit avec l'ASLO et avec Accept-ST, c'est en fait de monter le niveau de connaissance générale de base des professionnels du champ de la santé sexuelle et reproductive, pour que tout le monde en consultation puisse aller voir n'importe qui, sage-femme, médecin, gynéco, pour ses besoins de santé sexuelle, que ce soit contraception, IST, sexualité, désir d'enfant, IVG, santé affective, tout ce qui est au sens large. Ce n'est pas une question de spécialiste. Et pendant longtemps en France, la question de la transidentité a été considérée comme une existence pathologique liée à une question d'anatomie et de génitalité sexuelle. Ça, je crois que, enfin, je ne sais même pas comment formuler ça, mais c'est profondément faux. Oublions ça. En fait, ça n'a jamais été vrai. Ça a été malheureusement porté par énormément de spécialistes autoproclamés qui ont entraîné énormément de violence dans le soin en santé, ce qui provoque la réaction, en effet, de surtout non, ne retombons pas dans ce piège-là de créer des équipes spécialisées. Les personnes trans ont besoin en effet d'espace communautaire pour se soigner entre nous, parce que le monde est transphobe, mais dans notre santé, nous avons besoin d'espace qui nous accueille comme tout un chacun. Dans la santé sexuelle, il y a deux enjeux, comme dans beaucoup d'aspects, le respect de l'identité de la personne et la connaissance des diversités. On ne peut pas pratiquer nos consultes de santé sexuelle juste en genrant différemment la personne qu'on a en face. Son identité, du fait de son identité de genre, de ses éventuelles transitions, mais surtout d'une société normative et transphobe, ont des impacts dans sa vie sexuelle, apportent des enjeux différents, et nos connaissances actuelles ne sont pas suffisantes, sont erronées, ce qui vont amener à des violences, souvent involontaires, mais qui restent des violences, et à des mauvaises informations et transmissions et dépistages qui vont amener une perte de chance. Perte de chance dans les dépistages des cancers, dans la prévention des IST, dans le bien-être en santé, dans la lutte contre les violences, et surtout qui vont diminuer les chances de contribuer à un bien-être global en santé sexuelle et reproductive. Donc la formation qu'on propose, elle est sur 3 jours. Le premier jour est animé par l'ASLO d'Accept-ST, qui intervient sur l'accueil, l'historique, le droit, les transitions, et les 2 autres jours sur la santé sexuelle. Donc on parle, c'est sur la trame en fait du parcours de soins. Le parcours de soins, il y a plusieurs étapes, et pour les personnes trans, chaque étape de ce parcours est un moment potentiel de rupture du soin. Et du coup, comment changer ce paradigme et faire que chaque étape est une entrée dans l'accès aux soins fait que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est juste, en fait, c'est ce qui devrait y être, tout simplement. C'est un droit humain fondamental. Voilà, je crois que je ne sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Merci. Merci Lou. Excuse-moi, du coup, je t'ai pas du tout présenté. Du coup, est-ce que tu peux dire qui tu es? Oui, du coup, je m'appelle Lou, de mon prénom, Paul, de mon nom de famille. Je suis sage-femme orthogéniste à Toulouse. Je suis aussi une personne concernée. Je suis membre du réseau ICARE. Je suis donc formateur en santé sexuelle sur la santé sexuelle des personnes transgenres et non binaires. Et j'ai aussi créé Corporeal, qui est donc une entreprise à travers laquelle je crée des outils, puisque des outils à destination des professionnels du champ médico-éducatif à utiliser avec nos patients dans nos interventions scolaires, nos interventions de groupe, et parce que le média qu'on utilise joue un jeu important dans déjà le fait de pouvoir se réapproprier les connaissances et construire notre rapport à notre corps, à nos diversités de façon positive, respectueuse des diversités, et lutter contre les violences et les discriminations. Voilà, donc j'ai mis mes petites plaquettes. Il y a aussi les petites plaquettes d'information sur la formation, et je crois que c'est tout pour ma présentation.